Épisode 1. Les voisins qui se supportent à peine. Je m'appelle Ludovic, j'ai 25 ans. Je travaille comme technicien en maintenance dans une petite entreprise locale, rien de très exceptionnel, mais j'aime la précision que demande mon métier. Je vis dans une maison que mon grand-père m'a laissée avant de partir. Elle est un peu vieille, un peu trop grande pour moi seul, mais je m'y suis attaché. J'habite dans un quartier calme du sud de la France, où tout le monde semble se connaître depuis des années. Moi, je suis l'un des plus jeunes propriétaires du coin. Depuis un peu plus d'un an, une nouvelle voisine s'est installée à côté. Elle s'appelle Priscilla, 22 ans, étudiante en design. Au début, je ne faisais pas vraiment attention à elle. Disons que notre première interaction n'a pas été des plus chaleureuses. J'avais garé ma voiture trop près du trottoir et elle n'arrivait pas à sortir la sienne. Elle m'a demandé de la déplacer, presque sèchement. Depuis ce jour-là, nos échanges ont souvent ressemblé à ça, rapides, tendus, parfois ironiques, comme si l'un de nous deux devait toujours avoir le dernier mot. Elle se plaint souvent que mon arbre perd ses feuilles sur sa terrasse. Moi, je lui reproche de mettre de la musique trop fort tard le soir. On se croise en rentrant du travail, on se salue à peine. Parfois, nos regards se croisent, mais jamais longtemps. Les voisins disent souvent que nous faisons un drôle de duo. Certains plaisantent en disant qu'il y a quelque chose entre nous. Moi, je réponds que si quelque chose existe, c'est sûrement une rivalité sur qui a le plus mauvais caractère. Un matin, je sortais les poubelles. Elle était déjà dehors, les bras croisés devant son portail, comme si elle m'attendait. Elle m'a dit que mes outils traînaient trop près de la clôture commune. Je lui ai répondu que son scooter bloquait l'accès à mon jardin. Elle a levé les yeux au ciel, j'ai soupiré. C'est souvent comme ça, des broutilles, mais qui prennent trop de place. Pourtant, je ne peux pas nier que je remarque parfois sa façon de balancer les cheveux en parlant, ou la concentration sur son visage quand elle dessine sur sa terrasse. Un soir de mars, j'étais sur le pas de ma porte en train de réparer une lampe extérieure. Elle rentrait, les bras chargés de rouleaux de papier. Elle m'a salué sans ironie, presque calmement. J'ai été surpris. Elle a glissé un « Bonne soirée, Ludovic » avant de fermer sa porte. Je suis resté immobile quelques secondes. C'était la première fois qu'elle prononçait mon prénom de cette manière. Peut-être qu'au fond, derrière ces petits conflits, il y avait autre chose. Quelque chose que ni elle ni moi n'osions admettre. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, épisode 2, le déclic. Quelques jours après ce salut inhabituellement calme, je rentrais du travail un peu plus tôt que d'habitude. En passant devant la maison de Priscilla, j'ai remarqué qu'elle essayait de porter une pile de cartons bien trop lourds pour elle. Elle peinait à avancer. Son visage crispé témoignait de l'effort. Je me suis arrêté sans réfléchir. « Tu veux que je t'aide ?» Elle a d'abord voulu refuser, fidèle à nos habitudes de montrer que nous pouvions nous débrouiller seuls. Mais en voyant que l'un des cartons menaçait de tomber, elle a soupiré et hoché la tête. Nous avons fait plusieurs allers-retours jusqu'à son salon. C'était la première fois que je mettais les pieds chez elle. L'intérieur était simple, chaleureux, plein de dessins accrochés au mur. Elle a posé le dernier carton et s'est assise un moment. Sans me regarder, elle a murmuré qu'elle traversait une période compliquée, que ses parents se séparaient après 25 ans de mariage. Elle avait l'air perdue. Je ne savais pas quoi dire. Alors, je lui ai simplement raconté que depuis la mort de mon grand-père, je me sentais parfois coincé dans cette maison. Trop de souvenirs, trop de silence. Elle m'a regardé pour la première fois sans cette expression défensive que je lui connaissais. C'était un regard sincère, attentif. Il régnait un silence étrange, ni gênant ni confortable, juste vrai. On a parlé longtemps, assis sur ces cartons non déballés, comme si plus rien ne pressait. Elle m'a confié qu'elle ne connaissait personne au village et qu'elle avait toujours l'impression de devoir prouver qu'elle avait sa place ici. Je lui ai répondu que moi, je m'y sentais parfois comme un étranger malgré mes origines. Elle a souri légèrement, presque étonnée que je sois capable d'admettre quelque chose de personnel. À partir de ce jour, nos échanges ont changé. Plus de sarcasmes inutiles, plus de remarques piquantes. Nous avons commencé à nous croiser autrement. Le matin, elle me demandait comment s'était passée ma journée de la veille. Le soir, je lui proposais un café rapide avant de rentrer. Rien n'était officiellement dit, mais tout semblait déjà en mouvement. Un dimanche après-midi, alors que je réparais la clôture entre nos jardins, elle est sortie avec 2 limonades et s'est assise sans rien dire. Nous avons juste observé le ciel quelques minutes. Elle a fini par murmurer qu'elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comprenne ce qu'elle ressentait. Je lui ai répondu que moi non plus. Elle a hoché la tête, comme si tout devenait plus clair. Ce n'était pas spectaculaire, ni brusque. C'était discret, naturel, presque imperceptible. Mais ce jour-là,
Sans que nous le sachions encore, quelque chose avait commencé. Un lien, fragile mais vrai. Pas encore une histoire, mais déjà plus qu'un simple voisinage. Épisode 3, le bonheur simple, puis la fissure. Les semaines qui ont suivi ont marqué un changement que personne autour de nous ne pouvait ignorer. Sans que nous l'ayons décidé, nous avons commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. Au début, c'était juste un café partagé sur sa terrasse après le travail, puis une promenade le soir dans les rues calmes du village. Bientôt, ces moments sont devenus une habitude. Je ne saurais dire exactement quand nous avons commencé à sortir ensemble officiellement. C'était naturel, comme si nous prolongions simplement une conversation entamée depuis longtemps. Le printemps est arrivé, et avec lui une certaine légèreté. Priscilla décorait souvent son jardin avec des guirlandes lumineuses et des croquis de projets qu'elle préparait pour ses études. Moi, je l'aidais parfois à couper des planches ou à ajuster des supports. Elle disait que mes mains étaient plus précises que bien des outils. Je riais, mais au fond, cela me faisait du bien d'entendre que je pouvais être utile à quelqu'un autrement que dans mon travail. Nous avons commencé à cuisiner ensemble, des plats simples mais toujours improvisés. Elle adorait mélanger les épices sans suivre de recettes. Elle disait que c'était comme dans la vie, qu'il fallait parfois tenter des combinaisons inattendues. Un soir, en regardant par la fenêtre la lumière qui tombait sur le jardin, elle m'a dit qu'elle n'avait pas souri autant depuis longtemps. Sa voix était basse, presque fragile. Je me suis contenté de lui répondre que moi non plus. Nos voisins observaient tout cela avec une curiosité discrète. Ceux qui nous voyaient nous disputer autrefois chuchotaient maintenant que quelque chose de beau se construisait. Et c'était vrai. Pendant plusieurs mois, nous avons vécu une sorte de tranquillité nouvelle. Pas parfaite, mais sincère. Pourtant, à mesure que notre relation se consolidait, un poids que je portais en silence commençait à grandir. La maison, héritée de mon grand-père, me coûtait cher en entretien. Les réparations s'accumulaient, et malgré mes efforts, je n'arrivais pas à suivre. Mais je n'osais pas en parler. Je craignais que Priscilla prenne cela comme un signe de faiblesse ou, pire, un désir de fuir cette vie avec elle. Elle remarquait parfois que je devenais pensif sans raison apparente. Je répondais que j'étais fatigué. Elle me croyait, mais je voyais dans son regard une légère inquiétude. Un soir, alors que nous ramenions les chaises de jardin, elle m'a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai évité la question. Elle n'a rien insisté, mais je sentais que cette distance, même petite, commençait à nous séparer. Nos disputes ont repris, mais différemment de celles du passé. Ce n'était plus à propos d'outils ou de feuilles mortes. C'était à propos de temps, de projets, de décisions que je repoussais. Elle me demandait de penser à long terme. Moi, je répondais qu'il fallait vivre au présent. Il n'y avait pas de colère, juste une tension silencieuse. Je l'aimais, c'était certain, mais je ne savais pas comment lui dire que cette maison, que j'avais toujours considérée comme un refuge, devenait pour moi une prison. Et plus je gardais cela pour moi, plus je sentais que notre équilibre fragile pouvait se rompre à tout moment. Épisode 4, l'annonce. Un vendredi soir, après une longue journée de travail, je suis rentré plus tard que prévu. La lumière était encore allumée chez Priscilla. Elle préparait quelque chose dans la cuisine, je voyais son reflet dans la vitre. Habituellement, je serais passé la saluer, mais ce soir-là, je n'en avais pas la force. J'ai déposé ma veste sur la chaise du salon et je suis resté debout, immobile. La fatigue n'était pas seulement physique. C'était comme si des mois de silence intérieur me rattrapaient d'un coup. Je me suis finalement décidé à aller la voir. Elle m'a accueilli avec un sourire discret, mais son regard a aussitôt perçu que quelque chose n'allait pas. Elle n'a rien dit, m'a juste attiré vers la table. J'ai pris une grande inspiration. Je savais que si je ne parlais pas ce soir-là, je ne le ferais jamais. « Priscilla, faut que je te dise quelque chose. » Elle a posé sa tasse, attentive. Je n'ai pas cherché à tourner autour du pot. Je lui ai parlé de la maison, des travaux qui s'accumulent, des dépenses que je ne maîtrise plus. Je lui ai expliqué que je ne supportais plus cette sensation d'être attaché à un lieu qui ne me ressemble plus vraiment. Puis, j'ai prononcé ces mots sans vraiment contrôler le tremblement de ma voix. J'ai pensé à vendre la maison. J'ai besoin de changer d'air. Elle est restée silencieuse. Son visage s'est figé, comme si elle ne comprenait pas complètement ce que cela impliquait. Après quelques secondes, elle a murmuré. « Et tu comptes partir d'ici ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai baissé les yeux. Je ne voulais pas partir de cette histoire avec elle. Mais je ne savais pas comment rester dans cette maison sans me sentir étouffé. Elle a reculé légèrement sa chaise, comme si elle avait besoin de distance pour absorber la nouvelle. Je l'ai vue inspirer profondément. Puis, d'une voix plus ferme que je ne l'aurais imaginé, elle a demandé « Tu veux partir sans moi ?» Ces mots m'ont transpercé. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Ce silence, cette hésitation,
ont suffi pour qu'elle détourne le regard. Je n'avais pas voulu lui faire de mal, mais je réalisais que, sans le vouloir, j'avais mis en doute tout ce que nous construisions. Elle s'est levée, a fait quelques pas vers la fenêtre, les bras croisés. J'entendais seulement sa respiration. Moi, je restais immobile sur ma chaise, incapable de trouver les mots. Après un long moment, elle s'est tournée vers moi. Son visage était calme, mais ses yeux semblaient plus clairs, comme après une décision intérieure. Sa voix était douce mais assurée. « Si tu pars, je ne veux pas que ce soit pour fuir. Je ne veux pas perdre ce que nous avons. Mais si tu dois partir, je veux comprendre pourquoi. » Je n'avais pas de réponse à lui donner. Tout ce que je pouvais faire, c'était admettre que oui, je pensais à partir, mais que l'idée de la laisser derrière moi me faisait plus peur que tout le reste. Elle est restée là, silencieuse, et nous n'avons plus échangé un mot jusqu'à la fin de la soirée. Ce soir-là, rien n'a été résolu, mais quelque chose s'est ouvert. Une faille, peut-être, ou la possibilité d'un choix nouveau. Épisode 5, le retournement. Le lendemain matin, je me suis réveillé très tôt. La maison était silencieuse, plus que d'habitude. Je suis resté quelques instants allongé, fixant le plafond. Les mots de Priscilla tournaient dans ma tête. « Si tu pars, je veux comprendre pourquoi. » Je me suis demandé si j'avais réellement été honnête avec moi-même. Ce n'était pas seulement la maison qui me pesait. C'était la peur de m'engager pleinement, la crainte de reproduire les silences que j'avais vécus avec mon grand-père, ce sentiment d'être responsable d'un héritage que je n'avais pas choisi. Je suis sorti dans le jardin, le sol encore humide de la nuit. La clôture que nous avions réparée ensemble quelques mois plus tôt me rappelait notre début, si simple. J'ai aperçu une lumière chez elle. À ce moment-là, j'ai ressenti le besoin immédiat de lui parler. Je n'ai pas réfléchi longtemps. Je suis allé frapper à sa porte. Elle a ouvert presque aussitôt. Ses yeux étaient légèrement rouges, sûrement par manque de sommeil. Elle ne m'a pas invité à entrer tout de suite. Elle m'a simplement regardé, attendant que je parle. Alors, sans chercher à retarder, j'ai dit « Je ne veux pas partir sans toi. Ce n'est pas toi que je veux fuir. C'est cette maison, ces souvenirs trop lourds. J'ai besoin de respirer ailleurs. » Elle n'a pas bougé. Puis elle a fermé les yeux quelques secondes, comme pour absorber chaque mot. Quand elle les a rouverts, sa voix était calme, nette. « Si tu pars, je veux déménager avec toi. » Je suis resté figé. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi directe. J'ai senti quelque chose se relâcher en moi, comme si la décision que je n'arrivais pas à prendre devenait soudain évidente. Ce n'était pas une fuite, c'était une construction nouvelle. Nous nous sommes assis à sa table, cette même place où j'avais annoncé la vente. Elle m'a demandé ce que j'avais imaginé. Je lui ai parlé d'une petite ville plus au nord, où je pourrais retrouver un travail similaire et où la vie serait plus simple. Elle a répondu qu'elle pourrait y continuer ses études, qu'elle n'avait pas besoin de rester ici pour réussir. Plus nous parlions, plus les contours de notre projet devenaient clairs. Non pas fuir quelque chose, mais avancer ensemble. Dans l'après-midi, nous avons marché dans le jardin. Elle a posé sa main dans la mienne. Le silence n'avait plus la même sonorité. Ce n'était plus celui des non-dits, mais celui d'une décision partagée. Nous avons convenu que je contacterais une agence immobilière dès la semaine suivante. Elle, de son côté, commencerait à trier ses affaires. Rien ne se ferait dans la précipitation, mais rien ne serait repoussé non plus. Le soir, nous avons dîné chez moi. Elle a regardé autour de la pièce, puis m'a dit doucement « Ce n'est pas la maison qui compte, c'est avec qui je vais vivre. » J'ai senti mes yeux se troubler. Je lui ai répondu que, pour la première fois depuis longtemps, je ne voyais pas l'avenir comme un poids, mais comme une possibilité. Quelques semaines plus tard, la maison était officiellement en vente. Nous avions trouvé un petit appartement à louer dans notre future ville, en attendant de mieux. Le jour où nous avons chargé nos affaires dans le camion, les voisins sont venus nous saluer. Certains semblaient surpris, d'autres souriaient discrètement. Priscilla a tenu ma main jusqu'au départ. Quand nous sommes montés dans la voiture, elle m'a regardé et m'a dit simplement « On y va ?» J'ai hoché la tête, sans hésitation. Et cette fois, je ne me suis pas retourné. The End.